Nous ne vous demandons pas d'argent si vous ne réussissez pas. Vous savez, vous ne nous devrez rien. Il a créé l'une des émissions les plus emblématiques sont de la télévision de jour, puis l'a détruite de l'intérieur. Pendant des années, Richard Dawson a été le roi incontesté de Family Feud, charmant des millions de personnes avec son esprit et son charisme du baiser sur la joue. Mais coulisses, quelque chose de plus sombre se tramait. Une querelle amère avec un producteur est devenue si toxique qu'elle n'a pas seulement mis fin à une relation de travail, elle a contribué à la fin de l'émission elle-même. Et dans son dernier épisode, Dawson a dit quelque chose de si inattendu qu'il a exigé que ce soit effacé de l'histoire jusqu'à maintenant. Bien avant le discours final où les images goes enfouies, Richard Dawson était au sommet de sa gloire. Il était passé d'un rôle de second plan mémorable dans Hogan's Heroes à l'une des personnalités les plus reconnues et les plus aimées de la télévision américaine. Son moment de révélation n'est pas venu des sitcoms scénarisés, mais de son charme et de son esprit vif dans l'émission de Panel Match Game au début des années 1970. Là, sa langue acérée, son humour naturel et sa facilité de contact avec les candidats l'ont fait sortir du lot, à tel point que sa popularité a rapidement éclipsé celle de la plupart des autres panélistes. L'attrait de Dawson était indéniable. Les téléspectateurs l'adoraient, les producteurs ont pris note et il a rapidement décroché l'opportunité qui allait faire de lui un nom familier, le lancement d'un tout nouveau jeu télévisé, Family Feud 1976. Avec Dawson à la barre, l'émission a connu un succès instantané. Sa personnalité magnétique a apporté quelque chose de différent à la télévision. Il ne se contentait pas de lire des questions et d'annoncer des prix. Il se connectait avec les gens, il flirtait, il plaisantait et oui, il embrassait à peu près toutes les candidates qui montaient sur son Sochn. C'est devenu sa marque de fabrique et cela a rendu Family Feud à la fois familier et imprévisible. Mais alors que le public tombait amoureux du personnage de Dawson à l'écran, l'équipe de production a vu un autre côté de lui. Hors caméra, Dawson était profondément impliqué dans tous les aspects de l'émission. Il avait des opinions tranchées sur le format, le rythme, le libellé des questions et même sur la façon dont le public réagissait. Et lorsque ces opinions ont clashé avec les personnes qui dirigeaient l'émission, en particulier le producteur Howard Felkshire, les tensions ont commencé à s'accumuler. Howard Felkshire n'était pas un novice. Il avait une longue expérience dans la production de jeux télévisés et était connu pour son expertise matière de formatage, de structure et de rythme. On le surnommait souvent le juge coulisses, un producteur dont l'avis sur les décisions de jeu avait un poids considérable. À bien des égards, il était l'encre de l'émission derrière le rideau, mais Dawson était le visage devant. Et au fur et à mesure que le succès de l'émission grandissait, la confiance de Dawson et son désir de contrôle augmentaient également. Les premières tensions entre Dawson et Felkshire étaient subtiles. Ce n'était peut-être pas évident pour tout le monde sur le plateau, mais c'était là. Dawson contestait occasionnellement les décisions de jeu ou remettait question les décisions de production plein d'enregistrements. Il avait des idées sur la façon dont l'émission devait évoluer et il n'hésitait pas à les exprimer. Parfois, ces idées correspondaient à la vision de Felkshire, d'autres fois, non. Et lorsqu'ils s'affrontaient, Dawson était rarement celui qui reculait. Felkshire, pour sa part, croyait la cohérence et la structure. Il avait contribué à développer les systèmes de notation, le rythme des tours et les transitions fluides qui donnaient l'impression que le jeu était transparent. Dawson, cependant, se considérait comme la raison du succès de l'émission et il n'avait pas tout à fait tort. Sa présence était un atout majeur et le public l'adorait. Mais pour Felkshire, il devenait de plus difficile de gérer une émission où l'animateur pouvait annuler les décisions temps réel. Au début des années 1980, cette tension est devenue plus difficile à ignorer. Les réunions de production sont devenues plus tendues. La communication entre Dawson et certains membres de l'équipe est devenue plus filtrée. Et bien que l'émission continue de générer des codes d'écoute, le personnel a de plus l'impression qu'une tempête se prépare. Une tempête qui n'était pas due à la malchance ou à des pressions extérieures, mais à une lutte de volonté entre deux personnalités puissantes. Et cette bataille ne faisait que commencer.
parce que ce qui avait commencé comme des désaccords mineurs allait bientôt se transformer quelque chose de bien plus personnel et de bien plus dommageable. Au début des années 1980, la relation entre Richard Dawson et Howard Feldscher avait depuis longtemps cessé d'être un désaccord occasionnel ou une simple tension créative. Ce qui avait été une friction subtile était désormais indéniable et palpable dans tous les couloirs des coulisses, dans les réunions de production calmes et les jours de tournage. Les habitudes de Dawson, autrefois charmantes improvisations, sont devenues des outils qu'il utilisait pour affirmer son pouvoir sur l'émission, et Feldscher, autrefois connu comme le juge, perdait progressivement son autorité. Ceux qui faisaient partie du cercle restreint se souviennent que les enregistrements se sont transformés champ de bataille. Dawson a commencé à résister aux questions scénarisées si elles ne lui convenaient pas. Il s'immisçait dans le rythme, le timing et même les réactions faciales du public. Il pouvait sentir si quelque chose n'allait pas. S'il n'aimait pas le libellé ou la cadence d'une question, il ne se contentait pas de suggérer un changement. Il arrêtait l'émission. Les annonces de sonorisation, les fiches cartonnées, les rires, tout s'est figé pendant que Dawson exigeait des réécritures. Parfois, le délai ne durait que quelques secondes. D'autres fois, des segments entiers étaient retournés parce que Dawson insistait pour modifier le libellé ou réinitialiser la livraison. Les producteurs se bousculaient, les opérateurs de caméra s'agitaient et les candidats attendaient. Ce n'était plus un jeu, c'était sa scène. Pendant ce temps, Howard Feldscher, dont l'influence avait été constante et respectée pendant près d'une décennie, s'est retrouvé de plus marginalisé. Des rapports de membres de l'équipe confirment que dès 1982, Feldscher était souvent absent du plateau. Il gérait les bandes, les horaires et les conflits depuis une salle de contrôle à distance. Son rôle était toujours celui de producteur sur le papier, mais sur la bande, hors écran, le public direct pouvait sentir sa présence diminuer. D'anciens employés disent qu'ils ont commencé à plaisanter, disant que Feldscher produisait Family Feud in absentia. Puis est venu l'un des mouvements les plus cruciaux, l'embauche de Kathy Ward Dawson, la belle-fille de Richard Dawson, tant que productrice. Apparence, cela ressemblait à un simple changement de personnel, mais pour les initiés, c'était très important. Cette promotion de Kathy est devenue le tampon intérieur de Dawson, une dirigeante loyale pour ses décisions créatives. Avec elle place, Dawson n'avait plus besoin de passer directement par la chaîne de commandement. Les demandes, les révisions, les escalades passaient par Kathy. Et lorsque Feldscher essayait de proposer des changements dans la structure du jeu ou de maintenir les protocoles de notation établis, sa contribution était filtrée ou carrément ignorée. Dawson façonnait l'émission par le biais de sa famille. La manifestation la plus visible de ce changement a peut-être été les modifications apportées au système de notation de l'émission. À l'origine, une famille gagnante avait besoin de 200 points, mais au fur et à mesure que le rôle de Dawson se consolidait, le seuil est passé à 300, puis finalement à 400. Les déclarations officielles ont présenté ces changements comme étant axés sur le public, conçus pour prolonger le suspense. Mais les initiés y voyaient une décision stratégique, un moyen pour Dawson de rallonger les épisodes, de contrôler le rythme et d'améliorer son temps d'écran. Plus il fallait de points, plus le jeu était long. Plus le jeu était long, plus Dawson commandait l'écran. Ensuite, il y a eu des rapports sur les lieux d'enregistrement. Dawson, dont l'attrait était devenu emblématique, a commencé à demander des jours de tournage sur place dans des lieux luxueux comme Hawaï. Bien que ces enregistrements à distance aient été présentés comme des stimulants pour le moral ou des attractions publicitaires, ils étaient voités coûteux et constituaient des cauchemars logistiques. Et lorsque Feldscher a résisté, il a perdu. Le statut de Dawson, tant qu'animateur et dirigeant de facto, l'a placé au-dessus de toute résistance. Ses demandes sont devenues des mandats. L'équipe de production a suivi. Ces tensions se sont répercutées sur le personnel. Certains membres de l'équipe ont soutenu l'énergie de Dawson, applaudissant sa demande d'une télévision divertissante. D'autres ont discrètement regretté les perturbations, les réécritures, le changement de structure du pouvoir. Feldscher lui-même semblait s'effacer à l'arrière-plan, sa voix autrefois respectée étant à peine entendue.
Des employés de longue date ont commencé à partir, les salles de communication se sont obscurcies, la voix de Felkshire, l'encre de la cohérence, avait été remplacée par la vision de Dawson incontrôlée, indéfinie. Pourtant, malgré les bouleversements, les codes d'écoute sont restés fortes. Certains ont fait valoir que la popularité de l'émission avait culminé précisément à cause de la présence plus grande que nature de Dawson, mais ceux qui ont vu la réalité des coulisses savaient quel genre de tempête se préparait. Il ne s'agissait pas seulement de friction dans le monde du spectacle, il s'agissait d'une rupture interne. 1985, le décor était planté pour un moment final, un aveu, un adieu et une retombée plus dramatique que n'importe quel buzzer ou confrontation de candidats. Et ce moment allait bientôt arriver, un moment que personne n'attendait, car ce que Dawson a dit dans son dernier épisode et la rapidité avec laquelle il a voulu l'enterrer allait transformer la lutte entre la star et le producteur, une légende. 14 juin 1985. L'enregistrement du dernier épisode original de Family Feud, animé par Richard Dawson, était censé être un moment de célébration, un rappel pour un homme qui avait contribué à façonner la télévision de jour. Le public du studio n'avait aucune idée qu'il était témoin d'un moment historique, non seulement parce que la série originale touchait à sa fin, mais aussi parce que quelque chose de beaucoup plus personnel allait se dérouler sur cette scène. Quelque chose que Dawson lui-même souhaiterait plus tard n'avoir jamais été enregistré. Pendant la majeure partie de l'enregistrement, les choses se sont déroulées comme prévu. Les candidats ont souri nerveusement sous les projecteurs. Dawson a embrassé des mains, fait des blagues et guidé les familles à travers des questions d'enquête comme il l'avait fait pendant près d'une décennie. L'émission avait toujours son rythme habituel, mais sous la surface, Dawson n'exécutait pas une routine. Il construisait quelque chose. À la fin du dernier tour, et lorsque les applaudissements se sont éteints, Dawson s'est tenu au centre de la scène, non pas avec le sourire éclatant habituel, mais avec une expression visiblement plus sérieuse. Pour la première fois depuis longtemps, il s'est éloigné de son rôle d'animateur et s'est adressé non pas aux familles ni au personnel, mais directement à la caméra, au public qui regardait à la maison. Et ce qu'il a dit a surpris tout le monde. Il a remercié les téléspectateurs qui avaient fait de l'émission un tel succès. Il a exprimé sa sincère reconnaissance aux familles qu'il avait soutenues au fil des ans. Il a même remercié l'équipe. Mais ensuite, le ton a changé. Dawson a fait une pause, sa voix a légèrement baissé et dans un moment que personne n'attendait, il a prononcé le nom de Howard Felkshire. Dawson a reconnu la longue et complexe relation qui les unissait. Il a admis qu'il y avait eu des désaccords, des moments de friction, puis il s'est excusé à la télévision nationale. Il a dit qu'il voulait quitter l'émission avec une table rase, que quoi qu'il se soit passé entre eux, il était reconnaissant de ce qu'ils avaient construit ensemble. Le studio était silencieux, même l'équipe, habituée aux détours non scénarisés de Dawson, est restée immobile. C'était une confession brute et non scénarisée, quelque chose qui arrivait rarement à la télévision, surtout de la part de quelqu'un d'aussi réservé que Dawson. Pendant un bref instant, on a eu l'impression d'une conclusion, comme si deux forces longtemps opposées avaient finalement fait la paix, du moins publiquement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Selon les témoignages des producteurs et les interviews ultérieures de Felkshire lui-même, Dawson a commencé à avoir des remords presque immédiatement après l'enregistrement. Il aurait estimé que ses excuses l'avaient fait paraître faible, trop vulnérable, voire trop réconciliateur. Certains pensaient qu'il craignait que cela ne change la façon dont on se souviendrait de lui, non pas comme l'animateur confiant et autoritaire, mais comme un homme incertain de la façon de dire au revoir. Le lendemain, Dawson a pris une décision. Il a contacté Cathy Hughart Dawson, sa belle-fille et productrice de l'émission, et lui a dit de couper tout le segment. Il ne voulait plus que les excuses soient diffusées. Il voulait protéger son image, préserver l'héritage qu'il avait créé 9 ans. Quelle que soit la raison qu'il ait invoquée, les instructions étaient claires. Effacez-le, et les images ont donc été supprimées. Les adieux émotionnels et inattendus ont disparu de la diffusion finale. Lorsque l'épisode a été diffusé syndication, il s'est terminé comme n'importe quel autre.
Des sourires, des applaudissements, un signe que de la main, pas d'excuses, aucune mention de Felkshire, aucune trace de ce qui s'était réellement passé pendant ces dernières minutes sur scène. Pour Howard Felkshire, cette décision disait long. Dans des interviews des années plus tard, il a décrit les excuses comme sincères mais brèves et la rétractation comme tristement prévisible. Il pensait que Dawson voulait faire la paix, mais il ne pouvait pas laisser le monde le voir faire. Pas complètement, pas honnêtement. Ce moment final, comme une grande partie de leur relation, a été marqué par la contradiction. Et pour tous les autres, c'est devenu un mystère. Un moment murmuré par les initiés, mentionné dans les forums de fans, mais jamais vu. Pendant 14 ans, les images sont restées enfermées, enfouies, mais pas pour toujours. Pendant 14 ans, la confession finale de Richard Dawson est restée invisible. Pour les millions de téléspectateurs qui s'étaient connectés semaine après semaine, elle n'existait tout simplement pas. Le dernier épisode a été diffusé sans fanfare ni reconnaissance spéciale, sans mention de conflit, sans hommage aux esprits des coulisses qui avaient façonné l'émission et certainement aucun signe du discours profondément personnel que Dawson avait prononcé et dont il avait ensuite exigé la suppression. Ceux qui ont travaillé sur l'émission savaient que cela s'était produit. Les monteurs, les producteurs, les opérateurs de caméra, ils se souvenaient du discours. Ils se souvenaient du silence stupéfié dans le studio et du moment où Cathy Hughes Hart Dawson a discrètement donné l'instruction de le supprimer. Les images n'ont pas été détruites, mais elles ont été enfermées, retirées de la syndication, ignorées lors des rediffusions, jamais mentionnées dans les rétrospectives. C'est devenu à toutes fins utiles un fantôme, un artefact de l'histoire de la télévision que personne dehors de la production ne pourrait voir. Mais des rumeurs ont commencé à circuler au sein de cercles de fans de jeux télévisés de niche et de premiers forums internet. Des murmures sur un discours perdu ont commencé à émerger. Certains affirmaient avoir été dans le public du studio ce jour-là. D'autres disaient avoir parlé à des membres de l'équipe qui avaient été témoins de l'excuse de Dawson à l'antenne. C'est devenu un sujet de spéculation, une sorte de folklore pour les passionnés de télévision. Pourtant, il n'y avait aucune preuve, aucune capture d'écran, aucune cassette piratée, juste une étrange histoire à propos d'un animateur qui aurait tenté d'enterrer son propre moment de vérité. Puis, apparemment sorti de nulle part, les images sont revenues. Le 31 décembre 1989, le Game Show Network a diffusé un marathon spécial Family Feud pour sonner la nouvelle année. Il a été présenté comme une célébration nostalgique de l'héritage de l'émission et du rôle inégalé de Richard Dawson dans son succès. Les téléspectateurs s'attendaient à un voyage dans le passé, des familles classiques, des décors rétro et peut-être quelques réponses maladroites. Mais ce qu'ils ont obtenu à la place était quelque chose d'entièrement différent. Au milieu de la diffusion, une version inédite du dernier épisode de Dawson a été diffusée. Pour les fans de longue date, c'était instantanément discordant. Ce n'était pas l'épisode propre et tronqué dont ils se souvenaient. Cette version présentait les adieux complets et non montés, y compris les excuses qui avaient été cachées pendant plus d'une décennie. Soudain, tout s'est mis place. Dawson est apparu à l'écran, visiblement ému, et a commencé à parler à la caméra d'une manière qu'aucun animateur de jeux télévisés n'avait jamais fait. Il a remercié l'équipe, il a reconnu ses défauts et il a mentionné Howard Felkshire par son nom. Il a offert des excuses courtes mais puissantes qui ont montré un côté de Dawson que les fans n'avaient jamais vu. Pas le charmeur, pas le comédien, mais l'homme derrière le rideau. Le moment était à la fois stupéfiant et profondément humain. Il a remodelé la façon dont beaucoup de gens voyaient Dawson. Il a révélé le poids qu'il avait porté, la tension qui avait hanté les dernières années de l'émission et le tribut émotionnel qui accompagnait la célébrité, la fierté et le pouvoir. Pour les fans qui l'avaient idéalisé pour son esprit vif et sa confiance, la vulnérabilité a été une surprise, mais elle l'a également rendue plus réelle. Au fur et à mesure que l'épisode circulait, les réactions ont été rapides. Certains téléspectateurs ont considéré les excuses comme sincères.
voire courageuse. D'autres l'ont considéré comme calculé, un effort de dernière minute pour réécrire un récit troublé. Les discussions lignes ont explosé. Les forums se sont enflammés, les fans ont débattu de chaque mot du discours. Certains se demandaient si la décision de retirer les images avait été prise uniquement par Dawson ou si elle avait été influencée par la pression du réseau ou par la politique des coulisses. Feltshire, qui s'était retiré de la scène depuis longtemps, n'a jamais fait de déclaration publique au sujet des images diffusées. Mais ceux qui étaient proches de lui ont dit qu'il avait vécu ce moment avec un mélange de joie et d'amertume. C'étaient des excuses qu'il n'avait jamais demandées, qui arrivaient trop tard, mais qui ont finalement atteint le monde entier. Et pour Family Feud, c'est devenu plus qu'un moment, c'est devenu une légende. Une histoire d'ego, de conflit, de regrets et de la façon étrange dont la télévision peut capturer à la fois le triomphe et la tragédie si les caméras sont autorisées à continuer à tourner. Dans le monde de la télévision, les fins sont rarement propres. Les émissions sont annulées, les personnages disparaissent et les animateurs quittent discrètement les coulisses. Mais la fin de la série originale de Family Feud avec Richard Dawson à la barre était quelque chose d'entièrement différent. Ce n'était pas seulement la conclusion d'un jeu télévisé à succès, c'était l'acte final d'un long conflit qui couvait, qui avait façonné et finalement contribué à défaire l'une des émissions les plus populaires de l'histoire de la télévision de jour. L'héritage de Dawson est indéniablement complexe, il a été un pionnier du charisme télévisuel, un animateur dont la présence magnétique a contribué à définir un format et à élever un genre. Des millions de personnes se sont connectées chaque jour, non seulement pour jouer à la maison, mais aussi pour voir ce que Richard Dawson allait faire ensuite. Sa chaleur, son esprit et son imprévisibilité l'ont fait sortir du lot. Mais lorsque le rideau est tombé, un autre aspect de cet héritage a émergé, celui du contrôle, du conflit et du coût personnel du pouvoir. La querelle avec Howard Feltshire n'a jamais été officiellement abordée pendant la diffusion de l'émission. Il n'y a eu aucune déclaration de presse, aucune révélation des coulisses à l'époque, mais ceux qui ont travaillé sur Family Feud connaissaient la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de divergences créatives, c'était une guerre pour le contrôle du ton, du format et de la direction. Feltshire représentait la structure, la surveillance et la main directrice de l'expérience. Dawson représentait l'instinct, le charisme et la conviction que la personnalité seule pouvait diriger le navire. Pendant un certain temps, ils se sont équilibrés, mais finalement, la balance a penché. Lorsque Dawson a prononcé ce dernier discours, lorsqu'il a publiquement remercié et présenté ses excuses à l'homme qu'il avait combattu pendant des années, cela aurait dû être un moment de rédemption, un chapitre final. Mais le fait qu'il ait essayé de l'effacer dit long. Cela suggère que même dans son moment le plus vulnérable, Dawson ne pouvait pas complètement abandonner le contrôle. Il voulait s'approprier le récit non seulement de l'émission, mais aussi de son propre héritage. Pourtant, la réapparition des images 1999 a donné aux fans la possibilité de le voir différemment, de comprendre les pressions qu'il subissait, les limites qu'il avait franchies et les fardeaux personnels qu'il avait peut-être portés. Et pour beaucoup, cela a mis fin à un chapitre de l'histoire de la télévision qui avait toujours semblé un peu inachevé. Howard Feltshire est décédé 2012, Dawson aussi. Ni l'un ni l'autre n'a plus jamais parlé publiquement de la querelle des tailles. Mais l'histoire qu'ils ont laissée derrière eux, la lutte de pouvoir, l'aveu enterré, les retombées silencieuses, continuent de fasciner. C'est un rappel que même les émissions les plus soignées peuvent être construites sur un terrain instable et que les personnes derrière la caméra sont souvent aussi complexes que celles qui sont devant. Aujourd'hui, Family Feud se poursuit sous diverses formes avec de nouveaux animateurs, des formats mis à jour et des rebondissements modernes. Mais pour ceux qui se souviennent de la série originale, Dawson reste le visage définitif de la franchise. Sa version était désordonnée, imprévisible, profondément humaine et c'est précisément la raison pour laquelle elle a perduré. Parce que la télévision, à la base, ne consiste pas à atteindre la perfection. Il s'agit d'établir des liens. Et au final, Richard Dawson a offert au public un peu des deux. Il les a fait rire, il les a fait applaudir et dans un moment, il a essayé de se cacher. Il a finalement montré qui il était vraiment.